Frédéric Casatsu, vous avez un livre à nous présenter et son auteur. Tout à fait. Nous sommes heureux de rencontrer Fritz Liénard qui publie chez Olivetan La différenciation culturelle en Europe, un défi pour les églises. Alors avec un peu de malice, nous avions choisi Mendelssohn parce que au fond c'est ça aussi un peu la différenciation culturelle. Je voulais en préambule justement vous poser la question toute simple, qu'est-ce que la différenciation culturelle ? C'est la division de la société en différents milieux ou styles de vie. C'est la découverte qu'en fait, à l'intérieur des cultures européennes, il y a des sous-cultures qui se constituent et entre lesquelles il y a une difficulté croissante à communiquer. Sous-culture, ça ne veut pas dire culture inférieure, ça veut dire ensemble ou sous-ensemble. Voilà, exactement. C'est comme sous-ensemble par rapport à ensemble, en fait. Voilà. Et est-ce que cette différenciation est aujourd'hui explicitement reconnue, assumée, et on a l'impression il a été une époque où cette différenciation s'était tellement émoussée qu'elle avait presque disparu. Est-ce un effet d'optique d'un enfant des 30 Glorieuses ? Au commencement, il y avait Marx. Ah, ce camarade protestant. C'est ça. C'est ça. En fait, avec la distinction en fait entre les différentes classes sociales. Oui. Et le premier critère en fait de différenciation culturelle actuelle est d'abord une différenciation sociale, c'est-à-dire en sachant effectivement que là où Marx parlait de capital dans un sens univoque du terme, on parle depuis les années 70 de capital financier certes, mais aussi de capital culturel et de capital social. Et notamment aussi, donc, une des choses qui différencie les populations, c'est la formation. Autrement dit, vous voulez dire que la différenciation a toujours existé ? La différenciation est aussi vieille que le monde. Sauf elle s'est elle-même différenciée. C'est-à-dire que vous avez d'une part ces différences sociales, oui, et vous avez d'autre part des questions d'orientation culturelle. Entre des gens qui ont des mentalités plutôt pré-modernes, qui sont souvent plutôt proches des églises, des gens à mentalité moderne qui le sont encore largement, notamment par l'intermédiaire des familles, et des mentalités postmodernes qui le sont évidemment de moins en moins. Et ça, c'est le véritable défi des églises, puisque le milieu qu'on appelle traditionnel, qui représente actuellement en Allemagne, donc d'où j'ai les chiffres, 15%, va diminuer à 6%, et les milieux postmodernes qui sont actuellement à 5% vont diminuer à 30%. Vont augmenter à 30, pardon. Augmenter à 30. Donc, en fait, la question pour les églises est vraiment de savoir comment est-ce qu'elles peuvent faire leur transition culturelle dans ce domaine-là. Et c'est un peu une question de survie. Ah oui, c'est-à-dire qu'elles sont menacées de disparaître, au moins culturellement, et leur... Il y a un terme qui est utilisé en matière, c'est le terme d'exculturation. Ah. Quand vous n'êtes plus en phase, en fait, avec la culture qui correspond à votre époque, oui, vous êtes exculturé. Ah oui. Moi, je crois que je suis exculturé depuis très longtemps, alors ça me rassure de savoir que je deviens à la mode. En partie, je crois que c'est mon cas aussi, mais j'y travaille. Et c'est ça l'enjeu, en fait, c'est de voir comment est-ce qu'on peut y travailler. Alors, je croyais que Délie voulait poser une question, mais je vais continuer à vous poser une question à ce moment-là. Les églises ont, sinon vocation, du moins tentation de rassembler et de réunir. Alors, les églises ont vocation, d'une part, à rejoindre les différentes cultures dans une démarche qu'on pourrait appeler missionnaire, et d'autre part à rassembler les différentes cultures de manière à créer quelque chose comme une réconciliation entre des milieux qui ne sont pas forcément toujours très amis les uns avec les autres. Qu'elles ne se trouvent pas parfois en porte-à-faux avec elles-mêmes. Il y a plusieurs choses à voir de ce côté-là. Dans une forme d'hypocrisie, vous voyez ce que je veux dire. Ce qui est essentiel, c'est de se rendre compte justement aujourd'hui que l'Église n'est pas rivée à un milieu traditionnel pour des raisons théologiques, mais pour des raisons culturelles, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et ensuite, ce qu'il y a lieu de voir, c'est que la problématique des différentes cultures, finalement, se trouve déjà chez l'apôtre Paul. Parce que si vous regardez le contexte dans lequel l'apôtre Paul a développé le thème de la justification par la foi, dont on parle beaucoup ces jours-ci, c'est en fait ce qu'on appelle l'incident d'Antioche, quand les judéo-chrétiens ont refusé de manger avec les pagano-chrétiens. Et c'est sur ceux, en fait, qu'il parle de justification par la foi sans les œuvres de la loi, pour relativiser la marque de distinction des Juifs et leur rendre justement possible la communion avec les chrétiens d'origine païenne.
Et de même pour la théologie de la croix, le second grand thème en fait de la théologie paulinienne, elle a surgi dans le débat avec la sagesse grecque, donc la marque de distinction culturelle à Corinthe, et pour là aussi montrer que cette distinction ne monte pas jusqu'au ciel et qu'il y a lieu de la relativiser. Donc d'une certaine manière, ce processus qui consiste à relativiser les cultures pour leur permettre de se rejoindre et de communiquer date d'environ 50 après Jésus-Christ. Donc ça, vous êtes bien protestant, vous nous encouragez à revenir au texte. Paul était protestant, on le sait depuis Calvin. mais oui. mais n'empêche. Voilà. Et ce qu'il y a lieu alors de voir aussi avec Paul, c'est que d'une part, justement, il y a cette relativisation des cultures et il y a l'offre d'une identité alternative. Oui. Une identité donc qui n'est pas exclusive parce qu'elle ne conduit pas justement à se dissocier des autres, parce qu'elle inclut la fragilité dès le départ. Le fait d'être pécheur, le fait d'être faible, le fait d'être socialement pas forcément très élevé, peut faire d'une certaine manière partie de cette identité alternative, ce qui casse d'une certaine manière la pointe destructrice des différentes cultures. Ce livre est-il une réponse justement à ceux qui s'angoissent, s'inquiètent de voir leur tradition, leur culture perdre en influence? C'est à la fois une réponse, mais aussi un défi et une consolation. C'est l'idée, effectivement, que l'identité, y compris protestante, peut continuer autrement.